Quand les gens entendent parler d'une mère et de son fils, ils imaginent quelque chose de lumineux. Les enfants viennent chercher auprès de leur mère des conseils, du soutien et du réconfort. Les mères tendent la main lorsque leurs enfants sont en difficulté. C'est du moins comme ça que ça devrait être. Mais que se passe-t-il si votre fils ne s'intéresse qu'à ce que vous pouvez faire pour lui? Et si son amour avait un prix? Je m'appelle Marianne Pétain. J'ai 68 ans et je vis à Meaux, en Île-de-France. Pendant près de 40 ans, j'ai travaillé comme conseillère fiscale pour une petite entreprise. Les chiffres ont toujours été plus proches de moi que les gens. Ils ne mentent pas, ne trahissent pas et ne vous abandonnent pas dans votre vieillesse. Henri, mon mari, est décédé il y a 3 ans, d'une crise cardiaque, soudaine et impitoyable comme un éclair. Nous étions ensemble depuis 42 ans. Tout n'a pas toujours été rose, mais nous sommes restés unis contre vent et marée. Ces derniers mots ont été pour que je ne reste pas seule. Après les funérailles, notre fils Étienne m'a proposé d'emménager avec lui. Il a dit qu'il y avait de la place pour moi dans leur grande maison en banlieue. Il a dit que les enfants avaient besoin de leur grand-mère et que sa femme, Isabelle, aurait bien besoin d'un coup de main. À l'époque, cela semblait être la bonne décision. J'ai vendu la maison que Henri et moi possédions, j'ai placé l'argent dans un fonds de retraite et j'ai emménagé chez mon fils. Je pensais commencer un nouveau chapitre de ma vie, que je serais utile. Les premiers mois se sont relativement bien passés. Je me suis habituée à leur routine familiale et j'ai trouvé ma place. Étienne travaillait comme contrôleur qualité dans l'industrie agroalimentaire et finissait souvent tard. Isabelle, coordinatrice de recherche clinique, était également très prise par son travail. Leurs enfants, mes petits-enfants, Hugo, 10 ans, et Chloé, 7 ans, étaient livrés à eux-mêmes. Je suis devenue leur pilier. Je me levais à 6 heures du matin, je préparais le petit déjeuner, j'apprêtais les enfants pour l'école et je les accompagnais à l'arrêt du bus scolaire. Ensuite, je m'occupais des tâches ménagères, lessive, repassage, nettoyage, cuisine. Les enfants rentraient vers 15 heures. Je les aidais à faire leurs devoirs, leur donnais le goûter et les occupais. Le mardi et le jeudi, j'emmenais Hugo à l'entraînement de football, et le mercredi et le vendredi, j'accompagnais Chloé à son cours de danse. Pendant mon temps libre, j'essayais de nouer une relation avec ma belle-fille. Isabelle a toujours gardé ses distances. Elle avait 30 ans de moins que moi, mince, en forme, avec une manucure parfaite et une expression perpétuellement insatisfaite sur le visage. Elle faisait la moue devant mes expériences culinaires, affirmant qu'ils surveillaient leur cholestérol et leur sucre. Elle répondait sèchement à mes tentatives de discuter de l'éducation des enfants. Étienne et moi nous en occuperons nous-mêmes. Merci. Les premières fissures sont apparues lorsque j'ai essayé d'aider avec le budget familial. Après tout, 40 ans d'expérience dans la finance, ce n'est pas rien. J'ai remarqué qu'ils dépensaient trop pour des choses inutiles et que leur carte de crédit était constamment à découvert. Étienne, mon chéri, j'ai regardé vos factures. Je pense que je pourrais vous aider à établir un budget plus raisonnable, ai-je suggéré lors d'un dîner. Il a posé sa fourchette et m'a regardé comme si j'avais suggéré quelque chose d'indécent. Maman, ça va. Ne te mêle pas de nos affaires. Je voulais juste aider. Isabelle a dit que vous envisagiez de faire des rénovations et j'ai pensé. C'est à Isabelle et à moi d'y penser. C'est notre maison et notre argent, a-t-il lâché. Isabelle m'a jeté un regard triomphant. À partir de ce jour, je suis restée à l'écart de leurs finances, bien que je vois souvent des avis de paiement en retard dans leur courrier. Les mois ont passé et ma position dans la maison est devenue de plus en plus précaire. J'avais l'impression de me transformer en fantôme, utiliser mais invisible. Étienne rentrait tard, disait à peine bonjour et se plongeait dans son téléphone ou la télévision. Isabelle m'évitait comme si j'avais une maladie contagieuse. Seuls les enfants étaient vraiment heureux de me voir. Un jour, j'ai surpris Isabelle en train de parler à sa mère au téléphone. Elle fourre son nez partout. Elle cuisine sa nourriture démodée. Les enfants commencent à parler comme elle. Hier, Chloé a dit « Mon petit cœur, tu imagines ça en 2025 ?» Je comprends que c'est la mère d'Étienne, mais parfois, je n'en peux plus. J'ai doucement fermé la porte et je suis allée dans ma chambre, une petite pièce au fond du couloir, l'ancienne chambre d'amis qu'on m'avait attribuée. J'y gardais les vestiges de ma vie d'avant, quelques photographies, des livres qu'Henri m'avait offerts pour mon anniversaire, une boîte à bijoux avec des pièces que je ne portais plus. Au printemps, la relation s'est encore refroidie. Maintenant, Isabelle critiquait ouvertement tout ce que je faisais. Ma cuisine, trop grasse. Ma façon de m'habiller, digne du siècle dernier.
Même ma manière de parler à ses petits-enfants. Tu n'as pas besoin de leur raconter ces histoires dépassées. Mais le vrai coup est venu d'une source inattendue. Un soir, en rangeant la chambre d'Hugo, j'ai trouvé une rédaction d'école. Ma famille, tel était le titre. Je n'ai pas pu m'empêcher de la lire. Ma grand-mère vit avec nous parce qu'elle est vieille et n'a pas d'argent. Papa dit qu'on doit s'occuper d'elle, même si c'est difficile. Maman dit que mamie est parfois une nuisance, mais j'aime bien quand elle m'aide en maths. Elle connaît beaucoup de choses sur les chiffres. Les larmes me sont montées aux yeux. C'est donc comme ça qu'il parle de moi aux enfants. Que je suis un fardeau, une vieille femme sans défense et sans le sou. Mais je leur donnais la quasi-totalité de ma retraite, considérant cela comme une contribution au budget familial. J'achetais les courses, je payais les cours supplémentaires des enfants et j'ai même payé le tuteur de maths d'Hugo avec mes économies. Ce soir-là, j'ai essayé de parler à Étienne. Tu sais, mon fils, je me sens un peu superflu dans ta maison. Il a levé les yeux de son téléphone, l'air irrité. De quoi tu parles, maman? On te donne un toit, de la nourriture, tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas la question. Je suis reconnaissante pour tout. Mais l'attitude. Isabelle ne me parle presque jamais. Tu es toujours occupée. J'ai plus l'impression d'être une domestique qu'un membre de la famille. Ne fais pas ton cinéma, a-t-il soupiré. Tout le monde a ses propres problèmes. On travaille. On est fatigué. On n'a pas toujours l'énergie de te divertir en plus. Me divertir. Ma voix tremblait. Je ne te demande pas de me divertir. Je demande un respect élémentaire. N'en parlons plus. D'accord? J'ai eu une dure journée. Des problèmes au travail. Isabelle est stressée. Continue simplement à faire ce que tu faisais. Tout va bien. Mais rien n'allait bien. Chaque jour, je me sentais de plus en plus seule. J'ai commencé à appeler Olivia, ma fille, plus souvent que d'habitude. Elle vivait près de Bordeaux et travaillait comme régulatrice au SAMU. Elle avait sa propre vie, ses propres problèmes, mais elle trouvait toujours le temps de m'écouter. « Maman, pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi ?» a-t-elle suggéré. « Non, ma chérie. Tu viens de commencer ta propre vie. Et puis, Hugo et Chloé ont besoin de moi. » Ce n'était que partiellement vrai. J'avais peur du changement. J'avais peur de tout recommencer. Et j'avoue, j'espérais qu'un jour Étienne verrait tout ce que je faisais pour sa famille et l'apprécierait. Mais au lieu de gratitude, j'ai eu droit à plus de critiques. Isabelle se plaignait que je gâtais trop les enfants. Étienne grognait que je n'achetais pas les bonnes provisions. Même mon habitude de me lever tôt était une source de mécontentement. Apparemment, je faisais trop de bruit et je dérangeais leur sommeil. Néanmoins, j'essayais de maintenir ma dignité. Henri disait toujours, « Marianne, quoi qu'il arrive, garde la tête haute. » Et c'est ce que je faisais, même quand j'avais l'impression que j'allais éclater de ressentiment. Étrangement, mes petits-enfants étaient les seuls à vraiment apprécier ma présence. Hugo adorait que je l'aide en maths. Chloé aimait entendre les histoires sur la façon dont Henri et moi nous étions rencontrés, comment nous nous étions mariés, comment nous avions élevé leur père. C'étaient des moments de lumière dans l'obscurité grandissante. En novembre de cette année-là, 2 semaines avant la Toussaint, il s'est passé quelque chose qui a tout bouleversé. C'était un jeudi normal, un jour sans histoire. Je préparais le dîner. Un gratin de poulet, le plat préféré d'Hugo. Isabelle est rentrée du travail plus tôt, visiblement de mauvaise humeur. Elle a jeté son sac sur la table et s'est dirigée vers le réfrigérateur pour prendre une bouteille de vin. Mauvaise journée? Ai-je demandé prudemment. C'est un euphémisme, a-t-elle marmonné en se versant un verre. Qu'est-ce que tu prépares? Un gratin de poulet. Hugo l'a demandé hier. Elle a grimacé. Encore? Je pensais qu'on était d'accord pour manger plus sainement. Mais les enfants adorent ça. Les enfants adorent les bonbons, mais ça ne veut pas dire qu'il faut leur en donner, a-t-elle lâché. Sérieusement, Marianne, parfois je pense que tu le fais exprès. J'ai continué à cuisiner en silence. J'avais appris à ne pas m'engager dans ces disputes. C'est inutile. Mais mes mains tremblaient de façon incontrôlable. En sortant les assiettes du placard, je n'ai pas remarqué que l'une d'elles avait glissé. Le bruit de la porcelaine brisée a résonné dans la cuisine. « Oh mon Dieu, Marianne !» s'est exclamée Isabelle. C'était de mon service. Ma mère nous l'avait offert pour notre mariage. Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Je t'en achèterai une nouvelle,
ai-je dit en m'agenouillant pour ramasser les morceaux. Tu en achèteras une avec quoi? Ta misérable pension? Elle criait presque. Ce service n'est plus fabriqué. À ce moment-là, Étienne est rentré. Il est entré dans la cuisine et a balayé la scène du regard. L'assiette cassée, sa femme désemparée et moi, à genoux au milieu des éclats. Qu'est-ce qui se passe ici? Isabelle s'est précipitée vers lui. Ta mère a cassé une assiette du service de ma mère, celui du mariage. Étienne m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux non pas mon fils, mais un étranger, un homme en colère. Maman, tu dois faire plus attention, a-t-il dit froidement. Ce service signifie beaucoup pour Isabelle. Je ne l'ai pas fait exprès, mon fils, ai-je commencé, mais il m'a interrompu. Je sais que tu ne fais jamais rien exprès, a-t-il soupiré. Fais juste plus attention, d'accord? Et au fait, on parlait de manger sainement. C'est quoi encore ce gratin? Le dîner s'est déroulé dans un silence tendu. Hugo a mangé son gratin avec appétit, mais Isabelle a juste picoré son assiette avec sa fourchette en soupirant de manière démonstrative. Étienne a mangé rapidement et est allé dans son bureau, prétextant un travail urgent. J'ai débarrassé la table, fait la vaisselle et suis allé dans ma chambre, sentant un poids de plus en plus lourd sur mes épaules à chaque pas. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté allongé dans le noir, écoutant le tic-tac de la vieille horloge, et pensant à quel point tout avait changé. Étienne était autrefois un petit garçon qui courait vers moi avec ses joies et ses peines. Je me souviens lui avoir bandé ses genoux écorchés, lui avoir lu des livres avant de dormir, lui avoir appris à faire du vélo. Et maintenant, il me regarde comme si j'étais un obstacle gênant dans sa vie parfaite. Le matin, en préparant les enfants pour l'école, j'ai découvert que l'uniforme d'Hugo n'avait pas été lavé. Isabelle avait promis de le faire, mais elle avait oublié. Je l'ai rapidement lavé et séché avec un sèche-cheveux, mais nous avons quand même manqué le bus. J'ai dû appeler un taxi, dépensant de l'argent de ma pension déjà modeste. Quand Isabelle a appris pour le taxi, elle a levé les yeux au ciel et a marmonné quelque chose sur les dépenses inutiles. Je voulais expliquer que je n'avais pas le choix, mais je me suis tue. Je me suis promis que la prochaine fois, je vérifierai l'uniforme à l'avance et ne compterai pas sur les promesses de ma belle-fille. La journée s'est écoulée comme d'habitude, ménage, lessive, préparation du dîner pour le retour des enfants. À 14 heures, je suis allée faire les courses. En chemin, j'ai rencontré Madame Dubois, une voisine avec qui j'échangeais parfois quelques mots. « Comment allez-vous, Marianne » a-t-elle demandé avec une chaleur sincère. « Bien, merci » ai-je menti, forçant un sourire. « Comment vont vos petits-enfants » Ils grandissent vite, j'imagine. Oui, très vite. Hugo est déjà en CM2, et Chloé. Je n'ai pas pu finir. Ma gorge s'est nouée d'émotion. J'aimais mes petits-enfants inconditionnellement, malgré tous les problèmes avec leurs parents. Ils ont de la chance d'avoir une grand-mère comme vous, a remarqué Madame Dubois. Tout le monde ne peut pas se vanter d'être si bien entouré de nos jours. Ces mots m'ont réchauffé le cœur, mais ils m'ont aussi rappelé l'amère réalité. Dans ma propre famille, mes soins étaient considérés comme acquis, non appréciés, voire considérés comme un fardeau. Au magasin, j'ai soigneusement sélectionné les produits, vérifiant ma liste des préférences et des restrictions de la famille. Isabelle ne mangeait pas de gluten. Étienne surveillait son sucre. Hugo n'aimait pas les brocolis, et Chloé était difficile sur la texture de certains aliments. C'était comme résoudre un puzzle complexe, trouver des aliments qui satisferaient tout le monde tout en respectant le budget. Quand je suis rentrée, les enfants étaient déjà là. Le bus scolaire les avait ramenés plus tôt à cause d'une réunion de professeurs que j'avais oubliée. Ils étaient assis devant la télé, en train de grignoter des chips. « Mamie !» s'est exclamée Chloé joyeusement en me voyant. « On est rentré plus tôt. »« Je vois, ma chérie. Pourquoi mangez-vous des chips ?»« J'allais préparer le goûter. »« On avait faim, » a haussé les épaules Hugo. « Et tu n'étais pas là. » Je leur ai rapidement préparé des tartines avec des légumes frais pour compenser la collation malsaine. Puis je les ai aidés à faire leurs devoirs et les ai envoyés jouer dans le jardin pendant que je préparais le dîner. Isabelle est revenue le soir, de mauvaise humeur comme d'habitude. Elle a jeté un coup d'œil à la table où je disposais une salade verte, du poisson au four et du quinoa, tout ce qu'elle aimait. « Je t'avais demandé de moins cuisiner », a-t-elle soupiré. « Étienne et moi dînons dehors ce soir, une réunion d'affaires. » Mais tu ne l'as pas dit. Je t'ai envoyé un texto, a-t-elle dit en me montrant son téléphone. En effet, il y avait un message envoyé à midi.
Mais mon vieux téléphone à clapet n'avait pas toutes les fonctionnalités modernes, et je le vérifiais rarement pendant la journée. Je suis désolée, je ne l'ai pas vu. Et pour les enfants? On leur commandera une pizza, a haussé les épaules Isabelle. Ils seront ravis. Une fois de plus, mes efforts étaient vains. J'ai rangé la nourriture dans des boîtes, réprimant ma déception. Tant de temps et d'efforts perdus, et les enfants allaient manger de la nourriture malsaine contre laquelle Isabelle était si opposée. Étienne est rentré tard, et lui et Isabelle se sont rapidement changés et sont partis. Je suis restée avec les enfants, je les ai aidés à faire leurs devoirs, je me suis assurée qu'ils prenaient leur douche et j'ai lu une histoire à Chloé avant de dormir. Quand ils se sont endormis, je suis restée assise dans le salon pendant un long moment, regardant les photos sur les murs. Une famille heureuse. Étienne, Isabelle, les enfants. Je n'étais pas sur ces photos. Le lendemain matin, la même chose s'est produite. Isabelle avait oublié de signer l'autorisation de sortie de Chloé pour l'excursion scolaire, et j'ai dû l'appeler au travail pour obtenir une confirmation verbale pour l'enseignante. Étienne a oublié son déjeuner, et je le lui ai apporté au travail en taxi, dépensant à nouveau mon propre argent. Le soir, j'ai essayé de reparler à mon fils quand il a enfin quitté son téléphone une minute. Étienne, je pense qu'on doit discuter de certaines choses, ai-je commencé prudemment. Quelle chose? Il n'a même pas levé les yeux. Ma position ici. J'ai l'impression de faire le travail d'une nounou et d'une femme de ménage, mais personne ne se soucie de mon avis. Maman, il m'a enfin regardé. Tu vis dans notre maison gratuitement. On te nourrit, on te fournit tout ce dont tu as besoin. Oui, tu aides avec les enfants et la maison, mais n'est-ce pas naturel? C'est ta contribution. Aider ne me dérange pas, mon fils, mais j'aimerais me sentir comme faisant partie de la famille, pas comme une servante. Tu exagères comme d'habitude, a-t-il secoué la tête. Personne ne te traite comme une servante. Alors comment appelles-tu ça? Je cuisine, je nettoie, je m'occupe des enfants, je dépense ma pension pour ta famille, mais dès que j'exprime une opinion ou que je fais quelque chose à ma façon, il y a un problème. Tu vois, sa voix est devenue plus dure. Tu admets toi-même que tu fais tout à ta façon, en ignorant nos demandes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais quoi, maman? Je suis fatiguée de ces conversations. Si tu es si malheureuse ici, peut-être que tu devrais envisager d'autres options. Ces mots m'ont fait le plus mal. Mon propre fils insinuait que je pouvais partir si quelque chose ne me plaisait pas. Ou dans une maison de retraite ou chez Olivia, qui commençait à peine à construire sa vie. Je veux juste un peu de respect, Étienne. Est-ce trop demandé? Le respect, ça se mérite, maman, a-t-il lâché, retournant à son téléphone pour signaler que la conversation était terminée. Je suis allée dans ma chambre, retenant mes larmes. Dans ma chambre, j'ai sorti une photo d'Henri. Il souriait comme s'il était encore là, comme si tout allait bien. Que dois-je faire, Henri? Ai-je murmuré, mais la photo est restée silencieuse. Henri ne pouvait plus me donner de conseils ni me soutenir. J'étais seule dans une maison pleine de gens. Après avoir parlé à Étienne, j'ai mal dormi. Je me suis retournée toute la nuit, pensant à la rapidité avec laquelle des relations construites sur des décennies pouvaient s'effondrer. Le matin, je me suis réveillée brisée, mais je me suis forcée à me lever à l'heure habituelle, 6 heures. Les enfants ne devaient pas souffrir de mes problèmes avec leurs parents. C'était mardi, le jour où Hugo avait son entraînement de foot après l'école. J'ai automatiquement préparé le petit déjeuner, emballé les déjeuners et vérifié les cartables. Mes mains faisaient le travail habituel, mais mon esprit était loin. Je pensais à ma vie, aux décisions qui m'avaient menée ici, et s'il y avait une issue à cette situation. Isabelle est descendue la première pour le petit déjeuner, comme d'habitude, dans un chemisier parfaitement repassé et avec une coiffure impeccable. Elle m'a jeté un regard froid, s'est versé un café et a plongé son visage dans son téléphone. J'ai posé devant elle une assiette de toast au pain complet et d'avocat, exactement comme elle les aimait. Merci, a-t-elle marmonné sans lever les yeux. Ce merci froid était plus que ce que j'obtenais habituellement, et j'en étais presque heureuse. Peut-être que ma conversation avec Étienne hier avait changé quelque chose. Peut-être qu'ils avaient discuté de la situation et décidé de me traiter différemment. Étienne est descendu, suivi par les enfants endormis. J'ai mis devant mon fils son omelette jambon-fromage préféré et des céréales avec du lait et des fruits coupés pour les enfants. Je n'ai pas pris de petit déjeuner moi-même. Je ne pouvais pas avaler une bouchée. « Mamie, tu m'emmènes au foot aujourd'hui ?» a demandé Hugo, la bouche pleine de céréales.
Bien sûr, mon chéri, ai-je souri. Comme toujours. Tu me regarderas jouer? La dernière fois, tu es resté regarder. Si tu veux que je le fasse, je regarderai, c'est promis. Étienne a levé les yeux de son assiette et a jeté un coup d'œil à son fils. Hugo. Mamie n'a pas à rester pendant tout l'entraînement. Elle a des choses à faire. Quelle chose? A demandé le garçon innocemment. Elle est toujours à la maison. Ça n'a pas d'importance, a lâché Étienne. Ne la force pas à rester assise sur un banc froid pendant 2 heures. Je voulais protester, dire que j'aimais regarder Hugo jouer, mais je me suis tue. Je ne voulais pas commencer la journée par un autre conflit. Après le petit déjeuner, j'ai accompagné les enfants à l'arrêt de bus, leur ai fait signe de la main et suis retournée à la maison. Isabelle était déjà partie au travail, et Étienne se préparait. Il se tenait dans le couloir, vérifiant sa mallette. Étienne, ai-je commencé prudemment, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Et? Il n'a même pas levé les yeux. Peut-être qu'on devrait établir des règles, des responsabilités claires. Comme ça, ce sera plus clair ce que vous attendez de moi. Il m'a enfin regardé, son regard plein d'irritation. Maman, je suis en retard. On peut en parler ce soir? Bien sûr, ai-je hoché la tête. Bonne journée. Il est parti sans même dire au revoir. Je suis restée seule dans la grande maison vide qui ne serait jamais mon foyer. La journée s'est déroulée comme d'habitude. J'ai fait le ménage, préparé le dîner, récupéré les enfants à l'école et emmené Hugo à l'entraînement de foot. Contrairement aux paroles d'Étienne, je suis restée pour regarder l'entraînement. Je me suis assise sur le banc, enveloppée dans un vieux manteau, regardant mon petit-fils courir sur le terrain, plein d'énergie et de joie. C'étaient ces moments qui valaient la peine d'endurer le banc froid et la froideur de la relation de ses parents. Le soir est arrivé plus vite que je ne l'aurais souhaité. Isabelle est rentrée du travail de mauvaise humeur. Quelque chose s'était manifestement mal passé au travail. Elle a à peine dit bonjour et est allée dans sa chambre en se plaignant d'un mal de tête. J'ai aidé les enfants à faire leurs devoirs, je me suis assurée qu'ils faisaient leur routine du soir et je les ai mis au lit. Pendant tout ce temps, j'attendais qu'Étienne rentre pour qu'on puisse enfin parler. Il avait promis de discuter de la situation le soir. Il est rentré tard, vers 23 heures. J'ai entendu la porte d'entrée claquer et je suis sortie de ma chambre. Étienne se tenait dans le couloir, sentant l'alcool. « Tu m'attendais » a-t-il demandé en me voyant. « Oui, nous avions convenu de parler, tu te souviens ?» Maintenant. Il a regardé sa montre. « Il est 23 heures, maman. » « Tu as dit ce soir. » J'ai attendu toute la journée. Il a soupiré et est entré dans la cuisine. Je l'ai suivi. Il a sorti une bouteille d'eau du réfrigérateur et s'est assis à la table. « D'accord, parlons, » a-t-il dit, mais son ton indiquait clairement que la conversation serait courte. « Étienne, je veux que nous trouvions un moyen de vivre ensemble sans tension constante, ai-je commencé. Peut-être si nous définissons clairement mes responsabilités. » Des responsabilités? A-t-il interrompu. Tu es ma mère, pas mon employé. Tu n'as pas de responsabilité. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être une bonne? Pourquoi à chaque fois que je fais quelque chose qu'Isabelle ne veut pas que je fasse, cela devient un problème? Parce que c'est notre maison, maman. Sa voix s'est élevée. C'est nous qui fixons les règles. C'est nous qui décidons comment élever les enfants, ce qu'il faut cuisiner, comment tout doit être. Je comprends, mais... Non, tu ne comprends pas. Il a frappé du poing sur la table. Tu fais tout à ta façon. Tu cuisines des plats gras alors que tu sais que nous surveillons notre santé. Tu racontes aux enfants des histoires que nous considérons comme dépassées. Tu dépenses de l'argent en taxi alors que tu pourrais attendre le bus. J'essaie d'aider. Ma voix tremblait. Je vous donne la majeure partie de ma pension. Je m'occupe de vos enfants. Je gère la maison. Oh, c'est ça. Il a souri amèrement. Tu penses que tu paies tes frais de subsistance? Que tu as acheté ta place dans notre famille? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne t'ai pas demandé de me donner de l'argent. Je ne t'ai pas demandé de t'asseoir au match de foot d'Hugo. Je ne t'ai pas demandé de cuisiner tes plats démodés. À ce moment-là, Isabelle est entrée dans la cuisine en peignoir, réveillée par nos voix. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé en plissant les yeux sous la lumière vive. Maman pense que nous devrions lui être reconnaissants pour tout ce qu'elle fait, a répondu Étienne. Ce n'est pas ce que j'ai dit, me suis-je exclamé.
Non. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? S'est-il tourné vers Isabelle? Elle se plaint que nous la traitons comme une servante alors qu'elle nous donne sa pension. Isabelle a croisé les bras sur sa poitrine. Marianne, si tu es si malheureuse ici, pourquoi n'emménages-tu pas chez Olivia ou dans une maison de retraite? Ils prendront soin de toi là-bas. Je ne veux pas être un fardeau pour Olivia, ai-je répondu doucement. Et je ne veux pas aller en maison de retraite. Je veux être avec ma famille. Alors accepte les règles de la famille, a dit sèchement Isabelle. Arrête de saper mon autorité devant les enfants. Arrête de tout faire à ta façon. Je n'ai jamais. Hier, m'a-t-elle interrompu. Tu as donné des biscuits à Chloé avant de dormir alors que tu sais que nous n'autorisons pas les sucreries le soir. Avant-hier, tu as dit à Hugo que ce n'était pas grave s'il ne faisait pas ses devoirs de maths supplémentaires alors que j'avais insisté pour qu'il les fasse. Le garçon est fatigué. Il a étudié toute la journée. Tu vois? C'est tourné Étienne vers moi. Tu sais toujours mieux. Tu penses toujours que nous sommes trop stricts, que nous élevons mal nos enfants. Je veux juste qu'ils aient une enfance. Ma voix tremblait. Je veux qu'ils n'étudient pas seulement, mais qu'ils jouent et profitent de la vie. Ce ne sont pas tes affaires, a crié Étienne. Ce sont NOS enfants, pas les tiens. Tu as déjà joué ton rôle de mère. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai reculé, sentant les larmes monter à ma gorge. Étienne, je suis ta mère. Et alors? Je suis censée te laisser me commander dans ma propre maison juste parce que tu m'as mis au monde il y a 42 ans? 42 ans, ai-je corrigé automatiquement. Quelle différence, a-t-il écarté les mains. Le fait est que tu vis dans notre maison. Tu profites de notre hospitalité. Et tu penses que tu peux nous dire comment vivre. Je ne vous ai jamais dit. Tu le fais tout le temps. Avec tes soupirs, tes regards, tes... Je ne fais que suggérer. Tu crois qu'on ne voit pas comment tu nous juges? Étienne, s'il te plaît. J'ai tendu la main pour toucher son épaule, mais il s'est reculé. Ne me touche pas, a-t-il lâché. J'en ai marre. Marre de rentrer à la maison et de me sentir comme un mauvais fils, un mauvais père. Marre de tes manipulations. Des manipulations. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quand t'ai-je manipulé? Tout le temps, criait-il déjà. Je te donne ma pension. Je m'occupe de tes enfants. Comme si on te forçait. Comme si tu ne vivais pas ici gratuitement. Étienne, est intervenue Isabelle, posant sa main sur son épaule. Les enfants dorment. Calme-toi. Il a pris une profonde inspiration, essayant de se calmer. Tu sais quoi, maman? Je pensais faire une bonne chose en t'invitant à vivre avec nous. Je pensais t'aider, mais il s'avère que tu nous aides avec condescendance, pensant que nous sommes des incompétents. Non, mon fils, ce n'est pas vrai. Assez. Il a levé la main pour m'arrêter. Je n'en peux plus. Vraiment. Tu ne sers à rien. Tu n'es qu'une source de problèmes. Ces mots ont résonné dans ma tête. Tu ne sers à rien. C'était comme si toute ma vie, tout ce que j'avais jamais fait, ne signifiait rien. Comme si j'étais juste un fardeau, un vieil objet inutile. Si c'est ce que tu ressens, ma voix était à peine audible. Peut-être que je devrais vraiment partir. Oui, s'est exclamé Étienne. Peut-être que ce sera mieux pour tout le monde. Étienne, est intervenue à nouveau Isabelle. Il est tard. Discutons en demain matin, quand tout le monde se sera calmé. Mais il était trop échauffé. Non, assez de procrastination. On tourne en rond depuis des mois. Je vais être direct. Maman, je veux que tu déménages. Trouve-toi un autre endroit où vivre. On t'aidera financièrement au début, mais je ne peux plus vivre comme ça. Tu me mets à la porte. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Je t'offre la chance de commencer une nouvelle vie, a-t-il dit durement. Tu viens de dire toi-même que tu étais prête à partir. Je ne pensais pas que tu accepterais si facilement. Les larmes coulaient déjà sur mes joues. Ne me fais pas passer pour le méchant, a-t-il haussé la voix. Tu as créé cette situation toi-même avec ton insatisfaction constante, tes plaintes. Très bien, je me suis redressée, essuyant mes larmes. Je partirai. Mais donne-moi le temps de trouver un logement. Une semaine ou deux. Non, a-t-il lâché. Je veux que tu partes maintenant. Maintenant. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il fait nuit. Où suis-je censé aller? À l'hôtel, a haussé les épaules Étienne.
Je te donnerai de l'argent. Tu ne peux pas faire ça à ta mère. J'ai attrapé le bord de la table, sentant mes jambes flageoler. Je le peux et je le fais. Ses yeux étaient froids. Pars, maman. Pars avant qu'on ne dise quelque chose qu'on regrettera. On l'a déjà fait, ai-je murmuré. Tu l'as déjà dit. Il s'est détourné, incapable de me regarder dans les yeux. Fais tes valises. Je vais t'appeler un taxi. Comme dans un rêve, je suis allée dans ma chambre. Mes mains tremblaient en sortant la valise de sous le lit, la même avec laquelle j'étais arrivée il y a 3 ans. J'ai machinalement plié mes vêtements, mes livres, mes photographies. Les larmes tombaient sur mes affaires, mais je ne le remarquais pas. Une seule pensée résonnait dans ma tête. Mon fils me met à la porte de la maison au milieu de la nuit. Quand je suis sortie dans le couloir avec ma valise, le taxi attendait déjà. Étienne se tenait à la porte, me tendant une enveloppe. « Voici de l'argent pour commencer », a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux. Et un mot avec l'adresse d'un hôtel. J'ai appelé. Ils t'attendent. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Et les enfants? Qu'est-ce que tu vas leur dire? La vérité. Que tu as décidé de vivre séparément. Tu me fais passer pour la méchante, ai-je dit amèrement. Ne fais pas ton cinéma, maman. C'est juste la vie. Parfois, il vaut mieux que les gens vivent séparément. Je voulais protester, crier que ce n'était pas juste la vie, qu'un fils ne devrait pas mettre sa mère à la porte de sa maison au milieu de la nuit, que c'était cruel et injuste. Mais je n'avais plus de force. J'ai juste hoché la tête et me suis dirigée vers la porte. Au revoir, Étienne, ai-je dit, me retournant une dernière fois. Dis aux enfants que je les aime. Il n'a pas répondu, il a juste fermé la porte derrière moi. Le taxi m'a emmené dans la nuit, vers l'inconnu. Je regardais par la fenêtre les rues de Meaux qui défilaient. La ville qui avait été mon foyer pendant presque toute ma vie, et je me sentais comme une étrangère, sans abri, indésirable. L'hôtel était exactement comme je l'avais imaginé, bon marché, miteux, avec une enseigne clignotante et des meubles usés. Le réceptionniste, un homme âgé aux yeux fatigués, n'a même pas semblé surpris de voir une femme âgée avec une valise au milieu de la nuit. Il avait probablement vu pire. Chambre 23 au fond du couloir, a-t-il dit en me tendant la clé. Le petit déjeuner est de 7h à 9h, mais c'est juste du café et des croissants. Je l'ai remercié, et je me suis traînée jusqu'à la chambre qu'il m'avait indiquée. La chambre était propre mais lugubre. Un lit, une table de chevet, une vieille télévision et une minuscule salle de bain. J'ai posé ma valise contre le mur, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai enfin laissé les larmes couler. J'ai pleuré longtemps, évacuant toute la douleur, toute l'humiliation, toute la déception. J'ai pleuré pour mon fils que je sentais avoir perdu. Pour mes petits-enfants que je ne verrais plus tous les jours. Pour moi-même, une vieille femme devenue inutile pour tout le monde. Quand les larmes se sont arrêtées, j'ai ressenti un vide étrange. C'était comme si une partie de moi était partie avec les larmes. La partie naïve qui croyait que la famille vous soutiendrait toujours, que les liens du sang étaient les plus forts du monde. J'ai sorti mon téléphone, pensant à appeler Olivia. Mais que lui dirais-je? Que son frère m'avait mise à la porte. Que je vivais maintenant dans un hôtel bon marché. Elle laisserait tout tomber et se précipiterait pour m'aider. Mais elle avait sa propre vie, ses propres problèmes. Je ne pouvais pas la charger de ça en plus. Non, je devais m'en sortir seule. Toute ma vie, j'avais été une femme forte et indépendante. J'avais élevé des enfants, travaillé, géré un foyer. Je pouvais prendre soin de moi maintenant. Le matin, après une nuit blanche, j'ai pris une douche, je me suis habillée et je suis allée prendre le petit déjeuner. Effectivement, juste du café et des viennoiseries dans une petite pièce à côté de la réception. Je n'avais pas envie de manger, mais je me suis forcée à boire le café. J'avais besoin de force. Ensuite, je me suis assise à la table de ma chambre et j'ai commencé à planifier. L'enveloppe qu'Étienne m'avait donnée contenait 2000 €, une somme décente, mais pas pour le long terme. Ma pension était de 1800 € par mois. Modeste mais vivable. Le problème était que la location d'un logement à Meaux coûtait au moins 1000 € par mois, si ce n'est plus. Après avoir payé le logement, il restait très peu pour la nourriture, les médicaments et les autres dépenses. La première chose à faire était de trouver un travail. Oui, j'avais 68 ans, mais j'étais en bonne forme, j'avais l'esprit clair et une riche expérience dans la finance. Il devait bien y avoir quelque chose, peut-être un travail à temps partiel en comptabilité ou comme conseillère fiscale.
J'ai ouvert mon ordinateur portable, vieux mais fonctionnel, et j'ai commencé à chercher. Il est vite devenu évident que trouver un emploi à mon âge ne serait pas facile. La plupart des offres d'emploi exigeaient des employés énergiques, jeunes et actifs. J'ai envoyé quelques CV, mais je n'avais pas de grands espoirs. L'étape suivante était de chercher un logement moins cher. L'hôtel coûtait 60 € la nuit. Trop cher pour un long séjour. J'ai trouvé quelques studios en périphérie de la ville et j'ai noté les numéros de téléphone pour appeler plus tard. Ma tête tournait de fatigue et de stress, mais je me suis forcée à agir méthodiquement, étape par étape. Comme je l'avais autrefois enseigné à mes clients, en matière de finances, les émotions sont de mauvais conseils. Suivez le plan et tout s'arrangera. À l'heure du déjeuner, j'avais faim. Mon corps réclamait de la nourriture malgré mon trouble émotionnel. Il y avait un petit restaurant rapide à côté de l'hôtel. J'ai commandé le déjeuner le moins cher et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les voitures passer. L'une d'elles aurait pu être celle de mes petits-enfants. Peut-être qu'Étienne les emmenait à l'école ou à une activité. La pensée que je ne les verrais pas grandir et changer me transperçait le cœur d'une douleur aiguë. Après le déjeuner, j'ai commencé à appeler les propriétaires. Les 2 premiers appels ont été infructueux. Les appartements avaient déjà été loués. La 3e option semblait prometteuse. Un petit studio dans un vieil immeuble, 700 € par mois, charges comprises. Pas luxueux, mais un toit au-dessus de ma tête. J'ai pris rendez-vous pour le visiter le lendemain. Ce soir-là, allongé sur le lit dur de l'hôtel, je pensais à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Hier encore, j'avais une maison, une famille, une certitude. Aujourd'hui, j'avais un hôtel bon marché et un avenir totalement inconnu. Mais étrangement, avec le désespoir, j'ai commencé à ressentir autre chose. Peut-être les premières lueurs de liberté. Plus besoin de plaire à Isabelle, de supporter le mépris d'Étienne, de surveiller chacun de mes mots et mouvements. Peut-être y a-t-il quelque chose de bon là-dedans. Avec cet espoir timide, je suis tombée dans un sommeil agité. Demain sera un nouveau jour, et je l'accueillerai la tête haute. Comme disait toujours Henri, Marianne, quoi qu'il arrive, garde la tête haute. Et je le ferai. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais emménagé à l'hôtel de la Lune Bleue. 2 lessives à la laverie du coin. 14 petits déjeuners de croissants bon marché et de café instantané. Des heures interminables de recherche d'emploi. L'hôtel est progressivement devenu ma maison. Terne, temporaire, mais une maison quand même. J'essayais de maintenir une routine pour ne pas sombrer dans la dépression. Je me levais à 7 heures, prenais mon petit déjeuner, puis sortais chercher du travail ou un logement. Je déjeunais dans un petit bistrot voisin où je pouvais avoir une soupe et un sandwich correct pour 5 €. Je passais mes soirées dans ma chambre à lire des livres de la bibliothèque locale ou à regarder de vieux films sur une petite télévision. Trouver un emploi s'est avéré plus difficile que prévu. En 2 semaines, j'ai envoyé des dizaines de CV et passé 5 entretiens, mais j'ai été poliment refusée partout. Nous cherchons quelqu'un avec de l'expérience dans les nouveaux logiciels. Nous avons besoin d'un employé à temps plein. Malheureusement, ce poste exige plus de mobilité. Des phrases polies qui cachaient la simple vérité. J'étais trop vieille pour eux. Les choses allaient un peu mieux pour le logement. J'avais trouvé un minuscule studio dans une vieille maison à la périphérie de Meaux. 650 € par mois, charges comprises. La pièce était à peine plus grande qu'un placard, avec une cuisine commune sur le palier et une salle de bain où l'on pouvait à peine se retourner. Mais c'était un toit au-dessus de ma tête et le propriétaire n'exigeait pas de bail à long terme. Je pouvais payer au mois le mois. Je prévoyais d'y emménager à la fin de la semaine, quand je recevrais ma pension. En attendant, je continuais à vivre à l'hôtel, économisant chaque euro. J'avais décidé de ne pas toucher à l'argent qu'Étienne m'avait donné. C'était mon filet de sécurité en cas de dépenses imprévues. Étienne n'a pas appelé, pas une seule fois en 2 semaines. Il n'a pas demandé comment je m'installais ni si j'avais besoin d'aide. C'était comme si je n'avais jamais existé dans sa vie. Cela faisait plus mal que je n'aurais pu l'imaginer. C'est une chose de mettre quelqu'un à la porte dans un accès de colère, mais c'en est une autre de l'oublier, de l'effacer de sa vie. Je n'ai toujours pas dit toute la vérité à Olivia. Dans nos conversations téléphoniques, j'ai dit que j'avais décidé de vivre séparément, qu'Étienne et moi avions besoin d'espace. Elle sentait que je cachais quelque chose, mais elle n'insistait pas. Ma fière et intelligente fille, elle m'a toujours mieux comprise que mon fils. Le 15e jour de ma nouvelle vie, il s'est passé quelque chose qui a tout changé.
La journée a commencé comme d'habitude. Lever matinal, petit déjeuner frugal, planification de ma journée. J'allais assister à un autre entretien d'embauche dans un petit cabinet comptable. Je n'avais pas de grands espoirs, mais je devais essayer. En chemin, je me suis arrêté dans un bureau de tabac pour acheter une bouteille d'eau. La file d'attente avançait lentement. Le caissier, un jeune homme avec des tatouages sur les bras, était nouveau et se trompait dans les produits. J'ai attendu patiemment, regardant les tickets de loterie colorés derrière le comptoir en verre. Henri et moi n'avions jamais été des joueurs, mais chaque mois, il achetait un ticket de loterie. Ce n'est pas pour l'argent, disait-il. C'est pour le rêve. Un jour par mois, on peut rêver à ce qu'on ferait si on gagnait 1 million. On imaginait des plans fous, un tour du monde, une maison au bord de l'océan, une fondation caritative. On n'a jamais gagné plus de 20 €, mais ces rêves valaient l'argent. Après la mort d'Henri, j'ai continué la tradition. Chaque 15 du mois, j'achetais un ticket et je passais la soirée à imaginer ce que nous ferions avec les gains. C'était ma façon de rester connecté à lui, un petit rituel de souvenir. Aujourd'hui, c'était le 15 novembre, et même si j'avais peu d'argent sur mon compte, j'ai décidé de ne pas rompre avec la tradition. Un ticket de loterie, s'il vous plaît, ai-je dit quand ce fut mon tour. Lequel ? A demandé le caissier, montrant une vitrine avec des dizaines de tickets différents. Euro-million, ai-je répondu. Henri choisissait toujours celui-là. Les plus grands rêves pour le plus petit prix, comme il disait. Le caissier m'a tendu le ticket, j'ai payé et je me suis dirigé vers mon entretien, glissant le ticket dans mon portefeuille et l'oubliant. L'entretien s'est déroulé de manière prévisible. Le propriétaire du cabinet, un homme de mon âge, était poli mais catégorique. Ils avaient besoin de quelqu'un connaissant les logiciels de comptabilité moderne, prêt à travailler à temps plein et à rester souvent tard. Je ne correspondais en rien au profil. Quand je suis retourné à l'hôtel, je me sentais anéanti. La fatigue s'installait et mon espoir s'amenuisait. Peut-être que je devrais appeler Olivia après tout. Lui dire la vérité et accepter son aide. Mais ma fierté ne me le permettait pas. Je devais m'en sortir seul. Le soir, j'ai allumé la télévision. Le tirage de l'euro-million était diffusé. J'ai sorti mon ticket, me préparant à mon rituel mensuel de rêve. Le présentateur, un homme au sourire éblouissant, a annoncé que le jackpot du jour était de 17 millions d'euros. Une somme pas mal pour rêver. Le tirage a commencé. Une par une, les boules avec les numéros sont sorties. J'ai automatiquement vérifié les numéros sur mon ticket, sans m'attendre à rien de spécial. Le premier numéro correspondait. Drôle, ai-je pensé. Le deuxième aussi. Coïncidence. Ça arrive. Le troisième, le quatrième, le cinquième, ils correspondaient tous. Je me suis figé, n'en croyant pas mes yeux. Il restait les 2 étoiles. Mon ticket avait les numéros 2 et 7. Et les étoiles pour le tirage de ce soir sont le 2 et le 7, a annoncé le présentateur. J'ai regardé l'écran, puis mon ticket, puis de nouveau l'écran. C'était impossible. Irréel. J'ai vérifié les numéros à nouveau, lentement, attentivement. Tout correspondait. Les 5 numéros et les 2 étoiles. J'avais gagné le jackpot. 17 millions d'euros. Ma première réaction a été de rire. Un rire hystérique, incontrôlable. J'ai ri jusqu'à en pleurer, jusqu'à avoir le hoquet, jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal. Puis la peur s'est installée. Que allais-je faire avec tout cet argent ? Comment allais-je le récupérer ? À qui le dirais-je ? À qui ne pas le dire ? Puis est venue l'incrédulité. Je devais me tromper. Cela ne pouvait pas m'arriver à moi. Pas maintenant. Pas après tout ce qui s'était passé. Je me suis assise sur le lit, essayant de me calmer. Une profonde inspiration, une lente expiration. Encore. Encore. Quand mon rythme cardiaque a un peu ralenti, j'ai vérifié les numéros à nouveau. Il n'y avait aucun doute, j'avais vraiment gagné. Mon premier réflexe a été d'appeler Étienne, de partager ma joie, de lui dire que tout irait bien maintenant, que je pourrais acheter une maison, que je ne serais plus un fardeau. Mais quelque chose m'a arrêté. L'image de son visage cette nuit-là, quand il m'a mise à la porte, m'est revenue en mémoire. Tu es inutile. Pars. La froideur dans ses yeux. L'indifférence avec laquelle il m'a jeté hors de sa vie. Non, je n'appellerai pas Étienne. Pas maintenant. Peut-être jamais. À la place, j'ai appelé le numéro d'information de la loterie au dos du ticket.
Un répondeur a indiqué que les bureaux étaient fermés et a listé les heures d'ouverture. Je devrais attendre jusqu'au matin. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé, les yeux fixés sur le plafond, pensant à la façon dont ma vie allait changer. 17 millions d'euros, une somme d'argent inimaginable, plus que ce que j'avais gagné dans toute ma vie, plus que ce que je pourrais dépenser dans le reste de mes jours. Le matin, j'étais la première dans la file au bureau de la loterie. L'employée, une femme d'âge mûr au sourire amical, a vérifié mon ticket et a confirmé que j'avais bien remporté le jackpot. Félicitations, a-t-elle dit en me serrant la main. Vous devrez remplir quelques formulaires et nous vous expliquerons vos options pour recevoir vos gains. Les heures suivantes se sont déroulées dans un flou. J'ai rempli des papiers, écouté des explications sur les impôts, les paiements forfaitaires par rapport au paiement annuel, et la nécessité d'engager un conseiller financier et un avocat. On m'a offert les services d'un conseiller en patrimoine soudain. Apparemment, c'est une vraie profession. De nombreux gagnants de loterie perdent tout leur argent en quelques années, et ces spécialistes les aident à éviter cela. J'ai choisi le paiement forfaitaire. Après toutes les taxes et frais, je devais recevoir environ 9 millions d'euros. Une somme toujours incroyable. Il y a une autre chose importante, a dit l'employé. Selon la loi, nous devons annoncer publiquement le gagnant. Votre nom, votre ville de résidence et le montant que vous avez gagné seront publiés. Nous organiserons également une conférence de presse si vous êtes d'accord. Je ne voulais pas de publicité, mais à en juger par ce qu'elle disait, je n'avais pas le choix. Est-il possible de rester anonyme ? Ai-je demandé. Peut-être via une fiducie ou quelque chose de similaire. Ce n'est pas possible dans notre pays, a-t-elle secoué la tête. Mais vous pouvez minimiser la publicité en refusant la conférence de presse. Nous publierons simplement un communiqué de presse avec votre nom et votre ville. J'ai choisi cette option. La dernière chose que je voulais était de voir mon visage à la une des journaux. Quand le communiqué de presse sera-t-il publié ? Ai-je demandé. Dans les 48 heures. L'argent sera transféré sur votre compte environ 2 semaines après la fin de toutes les vérifications. Je l'ai remercié et j'ai quitté le bureau, ne croyant toujours pas tout à fait à ce qui s'était passé. Dans mes mains, je tenais une copie du formulaire de réclamation, la seule preuve tangible que ce n'était pas un rêve. Quand je suis retournée à l'hôtel, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Olivia. Elle méritait d'entendre la nouvelle en premier. Maman, quelque chose ne va pas. Sa voix semblait inquiète. J'appelais rarement pendant les heures de travail. Ma chérie, tu es assise ? Ai-je demandé. Tu me fais peur. Il est arrivé quelque chose à Étienne, aux enfants ? Non, non, tout va bien. C'est juste. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai gagné à la loterie. Vraiment ? Combien ? 20 euros ? Elle a ri. 17 millions d'euros. Silence à l'autre bout du fil. Puis, maman, si c'est une blague. Pas de blague. Je viens de rentrer du bureau de la loterie. C'est officiel. Je suis millionnaire, Olivia. Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Puis est venu un flot de questions. Comment, quand, où, ce que j'allais faire avec l'argent. J'ai répondu du mieux que je pouvais, encore dans un état de semi-choc. Tu l'as déjà dit à Étienne ? A-t-elle finalement demandé. Non, ma voix s'est durcie. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Pas encore. Pourquoi pas ? A-t-elle demandé, surprise. C'est une nouvelle incroyable. J'ai hésité. Il était temps de lui dire la vérité. Olivia, je dois t'expliquer quelque chose. Je n'ai pas simplement décidé de déménager. Étienne m'a mise à la porte au milieu de la nuit il y a 2 semaines. Quoi ? Sa voix est devenue glaciale. Il t'a mise à la porte ? Pourquoi ? Je lui ai tout raconté, la tension croissante, la dispute, ces mots. Tu ne sers à rien. Pars. Elle a écouté en silence, ne laissant échapper que quelques halètements d'indignation. Je vais le tuer, a-t-elle dit quand j'ai fini. Comment a-t-il pu te faire ça ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu as ta propre vie, tes propres problèmes. Maman, s'est-elle exclamée. Tu es ma mère. Tes problèmes sont mes problèmes. J'aurais pris l'avion immédiatement et je t'aurais accueilli. C'est exactement pour ça que je ne te l'ai pas dit, ai-je soupiré. Je ne voulais pas être un fardeau. Tu n'as jamais été un fardeau, sa voix s'est adoucie. Ni pour moi, ni pour Étienne. C'est lui l'égoïste, pas toi.
J'ai souri, sentant mon cœur se réchauffer à ces mots. De toute façon, tout est différent maintenant, ai-je dit. Avec tout cet argent, je peux faire ce que je veux. Acheter une maison, voyager, t'aider toi et tes enfants. Et Étienne? A-t-elle demandé. Quand la nouvelle du gain sera publique, il l'apprendra. Il essaiera de te contacter, de s'excuser. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était une question que je me posais depuis que j'avais gagné. Que faire d'Étienne? Le pardonner, l'aider financièrement malgré ce qu'il a fait, ou le rayer complètement de ma vie, tout comme il a essayé de me rayer de la sienne. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne vais pas me précipiter pour prendre une décision. Laisse-le souffrir un peu. Il mérite plus qu'un peu, a reniflé Olivia. Mais c'est ta décision. Souviens-toi juste que tu ne lui dois rien. Absolument rien. Après avoir parlé à ma fille, je me sentais mieux. La vérité était sortie et une partie du poids avait été enlevée de mes épaules. Maintenant, je devais décider quoi faire ensuite. Je me suis assise à la table et j'ai commencé à faire un plan. Le premier point était le logement. Je devais trouver un appartement décent où je pourrais vivre jusqu'à ce que je décide si je voulais rester à Meaux ou déménager dans une autre ville. Deuxièmement, je devais engager un conseiller financier et un avocat, comme le bureau de la loterie l'avait conseillé. Troisièmement, je devais réfléchir à des investissements à long terme pour que mon argent travaille pour moi. Et Étienne? J'ai mis ce problème en attente pour plus tard. D'abord, je devais mettre ma vie en ordre. J'ai passé les 2 jours suivants à regarder des annonces d'appartements, à parler à des experts financiers au téléphone et à planifier mes prochaines étapes. J'ai décidé de ne faire aucun achat important ni de prendre de décisions importantes pour le moment, comme les experts le conseillaient. Trop de gagnants de loterie perdaient tout à cause de dépenses impulsives. Le 3e jour après avoir gagné, le bureau de la loterie a publié un communiqué de presse. Marianne Pétain de Meaux a remporté le jackpot de l'euro-million de 17 millions d'euros, titrait-il. C'était une courte note, mais elle suffisait à bouleverser ma vie. Le téléphone a sonné 1 heure après la publication. C'était Étienne. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé encore et encore. Le soir, j'avais 16 appels manqués de sa part. Il a également envoyé plusieurs messages. Maman, est-ce que c'est vrai? Tu as gagné à la loterie? Maman, s'il te plaît, réponds. On s'inquiète pour toi. Maman, on doit parler. C'est important. Je n'ai pas répondu. Un sentiment de satisfaction mesquin mais doux s'est répandu en moi. Maintenant, il voulait me parler. Maintenant, j'étais importante. Le lendemain, les appels ont continué. 21 appels manqués. Les messages sont devenus plus désespérés. Maman, je comprends que tu sois en colère contre moi. J'ai eu tort. S'il te plaît, parlons. Maman, les enfants te manquent. Ils demandent quand tu reviens. Maman, je suis désolée pour ce que j'ai dit. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai supprimé les messages sans répondre. Une partie de moi voulait répondre, dire tout ce qui s'était accumulé, mais une autre partie plus rationnelle me conseillait d'attendre. Laisser les émotions se calmer. Laisser le plan mûrir. À la fin de la semaine, Étienne avait appelé 67 fois. Il est également venu à l'hôtel, mais j'avais prévenu le gérant à l'avance que je ne voulais voir personne, et il n'a pas laissé Étienne entrer. Pendant ce temps, j'ai trouvé un appartement décent dans un bon quartier, j'ai engagé un conseiller financier et un avocat recommandé, et j'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque. J'étais prête pour une nouvelle vie, et j'ai commencé à élaborer un plan pour Étienne. Pas un plan de vengeance au sens classique du terme. Je ne voulais pas lui faire de mal ou ruiner sa vie. Mais je voulais qu'il réalise les conséquences de ses actes. Qu'il comprenne qu'on ne peut pas jeter les gens hors de sa vie et les y ramener quand ça nous arrange. Que l'amour et le respect ne s'achètent pas. Le plan était simple. J'accepterais de le rencontrer, mais à mes conditions, dans un lieu public, sans les enfants ni Isabelle. J'écouterais ses excuses, mais je ne les accepterais pas tout de suite. Ensuite, je lui parlerais de mes projets, de la nouvelle maison que j'allais acheter, des voyages que je prévoyais, de l'aide financière que je donnerais à Olivia et à ses enfants. Et que je ne lui donnerais pas un centime, seulement de quoi rembourser les dettes que je lui connaissais. Rien de plus, rien de moins. Ce n'était pas une vengeance au sens plein du terme. C'était fixer des limites, démontrer que je ne me laisserais plus utiliser ou jeter. Que je m'estimais assez pour ne pas retourner dans un endroit où je n'étais pas respectée. Quand le plan a été entièrement formé dans ma tête, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme.
Pour la première fois depuis longtemps, j'étais complètement sûre de ma décision. Je n'étais plus une vieille femme sans défense dépendant de la pitié de son fils. J'étais Marianne Pétain, une femme qui avait vécu 68 ans, élevé 2 enfants, survécu à la perte de son mari et enduré l'humiliation de la part de son propre fils. Et maintenant, j'étais prête à commencer un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où c'est moi qui fixais les règles. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Étienne, le premier de tout ce temps. Je suis prête à te rencontrer. Jeudi à 13h au café Le Cygne Bleu. Viens seul. Ce n'est pas négociable. La réponse est venue instantanément. Merci, maman. J'y serai. Tu m'as tellement manqué. J'ai souri. Bien sûr, je lui avais manqué. 17 millions de raisons de lui manquer. En posant mon téléphone, je me suis approchée de la fenêtre. Il neigeait dehors. La première neige de la saison. De gros flocons tourbillonnaient dans l'air, recouvrant le monde d'un manteau blanc. Un nouveau départ, une page blanche. Exactement ce dont j'avais besoin. Mon déménagement de l'hôtel à un appartement de location a eu lieu 3 jours après ma victoire. J'ai engagé une petite entreprise de déménagement, juste 2 hommes avec une camionnette, mais ils se sont avérés très efficaces. Je n'avais pas grand-chose, une valise de vêtements, une boîte de livres et de photos, un ordinateur portable et quelques sacs avec des produits de première nécessité que j'avais récemment achetés. Toute ma vie tenait dans une seule camionnette. L'appartement que j'ai loué se trouvait dans un complexe moderne non loin du centre-ville de Meaux. Une chambre, un salon combiné avec une cuisine et un petit balcon donnant sur le parc. 2 800 € par mois. Une somme qui m'aurait semblé astronomique il y a quelques semaines, mais qui me semblait maintenant un investissement raisonnable dans le confort. J'ai signé un bail de 3 mois, ne voulant pas m'engager à long terme avant de décider où je voulais vivre en permanence. Ma première journée dans mon nouveau logement s'est passée à courir, à déballer, à faire les courses et à aménager l'espace. J'ai commandé la livraison de meubles de base, un canapé, une table à manger, quelques chaises et une lampe de table. Tout le reste pouvait attendre. Après 1 mois dans un hôtel, même un tel minimalisme semblait être un luxe. Le soir, je me suis assise sur le balcon, enveloppée dans une couverture, et j'ai regardé le parc en contrebas. La neige qui était tombée la veille avait déjà commencé à fondre, révélant la terre brune et les branches d'arbres nus. L'hiver en Île-de-France avait toujours été imprévisible. La neige pouvait tomber et fondre aussitôt, ne laissant que de la gadoue et de l'humidité derrière elle. Je pensais à la rapidité avec laquelle ma vie avait changé. Il y a 1 mois à peine, je faisais partie d'une famille, bien qu'indésirable. Il y a 2 semaines, je dormais dans un hôtel bon marché, ne sachant pas de quoi demain serait fait. Et maintenant, j'étais millionnaire, assise dans mon appartement spacieux et planifiant un avenir où je ne dépendrais plus de personne. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était encore Étienne. Je n'ai pas répondu, comme toutes les autres fois. Laisse-le attendre que je sois prête à lui parler. Laisse-le souffrir dans l'incertitude, comme moi cette nuit où il m'a mise à la porte. 1 minute plus tard, un message est arrivé. Maman, s'il te plaît, réponds. On doit parler. Je veux m'excuser en personne. Les enfants te manquent. J'ai souri. Maintenant, il avait quelque chose à dire. Maintenant, il voulait me voir. Je me demandais s'il serait si persistant s'il n'avait pas gagné à la loterie. Si j'avais simplement vécu dans ce minuscule studio que j'avais trouvé avant la loterie, survivant de pain et d'eau. Je me suis levée tôt le matin, par vieille habitude. Je me suis préparé un copieux petit déjeuner. Pain grillé, jus d'orange fraîchement pressé. Des plaisirs simples que je pouvais maintenant me permettre sans me soucier de mon budget. Après le petit déjeuner, j'ai appelé le conseiller financier que mon avocat m'avait engagé, Jasper Rodriguez. Un jeune homme à la voix agréable et aux références impeccables, avait déjà préparé un plan financier préliminaire. Madame Pétain, compte tenu de votre âge et de votre situation de vie, je recommande une approche d'investissement conservatrice, a-t-il commencé. Nous pouvons placer la majeure partie de l'argent dans des obligations fiables et des fonds à revenus fixes. Cela vous assurera un flux de revenus régulier et préservera votre capital. Et l'immobilier? Ai-je demandé. Je pense acheter une maison. C'est une sage décision, surtout sur le marché actuel. L'immobilier, dans un bon quartier, ne fera que prendre de la valeur. Mais je vous conseillerais de ne pas vous précipiter dans votre décision et de ne pas dépenser plus de 10 à 15% du montant total. Nous avons discuté de quelques autres questions, obligations fiscales,
contributions caritatives possibles qui offraient des avantages fiscaux, et planification successorale. Jasper était compétent et n'a pas essayé de me mettre la pression, ce dont je lui étais reconnaissante. Après avoir parlé avec lui, j'ai appelé mon avocate, Véronica Lann. Elle était plus âgée que Jasper et avait une approche plus directe. Madame Pétain, je vous recommande fortement de faire un nouveau testament, a-t-elle dit sans préambule. Dans votre situation, c'est crucial. Vous avez raison, ai-je convenu. J'ai un ancien testament, mais il doit être mis à jour. Vous devriez également envisager de mettre en place des contrats d'assurance vie pour vos petits-enfants, a-t-elle poursuivi. Cela protégera leurs intérêts à long terme et garantira que les fonds sont utilisés aux fins prévues. J'y ai réfléchi. Hugo et Chloé, les enfants d'Étienne. Je les aimais inconditionnellement malgré tous les problèmes avec leur père. Ils n'étaient pas responsables de ces actes. Mais comment pouvais-je assurer leur avenir sans donner à Étienne et Isabelle un accès direct à l'argent? Est-il possible de mettre en place des contrats où les parents n'auront pas accès? Ai-je demandé. Les fonds ne devraient être utilisés que pour l'éducation et les besoins des enfants. Absolument, a répondu Véronica avec confiance. Nous pouvons structurer les contrats pour qu'ils soient gérés par un fiduciaire indépendant. Les parents n'auraient pas d'accès direct aux fonds. Cela me convenait. Je ne voulais pas priver mes petits-enfants de leur héritage à cause de mon ressentiment envers leur père, mais je ne voulais pas non plus qu'Étienne ait le contrôle sur l'argent. Véronica m'a également conseillé d'être prudente dans mes communications avec mon fils et de ne pas prendre de décisions hâtives basées sur mes émotions. Dans des situations comme celle-ci, les gens essaient souvent de profiter de la richesse soudaine de leurs proches, m'a-t-elle averti. Soyez attentive aux intentions de ceux qui vous entourent. Je l'ai remercié pour ses conseils, bien que dans le cas d'Étienne, je n'avais pas besoin d'avertissement. Ses intentions étaient claires comme de l'eau de roche. Après le déjeuner, Olivia m'a appelé. Elle était la seule à qui j'avais dit toute la vérité sur le gain et la situation avec Étienne. « Comment vas-tu, maman ?» Sa voix semblait inquiète. « Est-ce qu'Étienne te harcèle toujours ?»« Il appelle toutes les heures, ai-je soupiré. Il envoie des messages me suppliant de le rencontrer. Je ne lui réponds pas encore. »« Tu fais bien, » a-t-elle dit avec approbation. « Laisse-le souffrir. Il le mérite. » Il ne s'agit pas de souffrance, ai-je objecté. Je ne suis juste pas prête à lui parler. J'ai peur de dire quelque chose que je ne devrais pas, ou au contraire, de céder à mes émotions et de lui pardonner trop facilement. Je comprends, a dit Olivia après une pause. C'est ton fils, après tout, quoi qu'il arrive. Oui, ai-je soupiré. Et c'est la partie la plus difficile. Ce serait plus facile s'il était juste un locataire qui m'avait maltraité. Mais il est de ma chair et de mon sang. Je ne peux pas simplement le rayer de ma vie, peu importe à quel point je le souhaite parfois. Nous avons parlé un peu plus, discutant de mes projets pour l'avenir. Olivia a proposé de prendre l'avion pour quelques jours pour m'aider à m'installer et simplement être là pour moi pendant cette période difficile. J'ai accepté son offre avec reconnaissance. J'arriverai vendredi, a-t-elle dit. Je réserve les billets ce soir. Merci, ma chérie, ai-je dit, sentant les larmes monter à mes yeux. Tu n'as pas idée à quel point cela compte pour moi. Après avoir parlé à ma fille, j'ai ressenti une vague d'énergie. J'ai passé le reste de la journée à regarder des annonces de maisons à Meaux et dans les environs. Malgré mon ressentiment envers Étienne, je ne voulais pas m'éloigner trop de mes petits-enfants. Ils étaient une partie importante de ma vie, et je n'allais pas laisser les actions de leur père détruire notre lien. J'ai trouvé plusieurs options intéressantes. De belles maisons avec des jardins dans de beaux quartiers, non loin de l'école où allaient Hugo et Chloé. Je les ai marqués pour une enquête plus approfondie avec mon agent immobilier. Ce soir-là, Étienne a envoyé un autre message. « Maman, Hugo a eu un 20-20 en maths. Il a dit que c'était grâce à tes leçons. Il veut vraiment te le dire lui-même. S'il te plaît, appelle. » C'était bas d'utiliser les enfants pour m'atteindre, mais je ne pouvais pas nier que mes petits-enfants me manquaient. Peut-être que je devrais organiser une rencontre avec eux sans Étienne et Isabelle. Je réfléchissais à l'idée quand la sonnette a retenti. Je me suis tendue. Personne ne connaissait ma nouvelle adresse, sauf les avocats et Olivia. Étienne m'avait-il retrouvé d'une manière ou d'une autre? M'approchant prudemment de la porte, j'ai regardé par le Judas. Un livreur se tenait dans le couloir avec un bouquet de fleurs. Je me suis un peu détendue mais j'ai quand même ouvert la porte avec précaution. « Marianne Pétain ?» a demandé le livreur.
Oui, c'est moi, ai-je répondu. Livraison pour vous, a-t-il dit en me tendant un énorme bouquet de roses rouges et une petite boîte. J'ai signé et fermé la porte. Attaché au bouquet, il y avait une carte. Maman, s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. Étienne. J'ai soupiré. Il n'abandonnait pas. Il fallait lui reconnaître ça. La petite boîte contenait un bracelet en or avec un pendentif en forme de cœur. Cher, mais de mauvais goût. Pas du tout mon style. Étienne ne savait même pas quel genre de bijoux j'aimais. J'ai posé le bracelet sur la table et j'ai arrangé les fleurs dans un vase. Malgré les circonstances, je ne voulais pas jeter les fleurs, mais je n'allais pas non plus accepter ce geste comme un remords sincère. Ce serait trop facile d'acheter le pardon avec des cadeaux coûteux. Le lendemain matin, j'ai rencontré Jasper à son bureau pour discuter des détails du plan financier. Il m'a montré des tableaux, des graphiques, des calculs. Tout semblait impressionnant et professionnel. Si nous suivons ce plan, a-t-il expliqué en montrant l'un des graphiques, votre capital sera non seulement préservé, mais il augmentera également. Malgré les paiements réguliers que vous recevrez. Et l'inflation? Ai-je demandé. En 40 ans de travail avec les impôts, j'avais appris à poser les bonnes questions. Jasper a souri, clairement satisfait de ma culture financière. Nous avons pris en compte l'inflation dans nos calculs. Ici, il a montré un autre tableau. Vous pouvez voir la croissance projetée ajustée à l'inflation. Nous avons travaillé encore 1 heure, après quoi j'ai signé plusieurs documents, donnant à Jasper l'autorité de commencer à mettre en œuvre le plan dès que l'argent arriverait sur mon compte. Après avoir rencontré mon conseiller financier, je suis allé déjeuner dans un bon restaurant, simplement parce que je pouvais me le permettre. J'ai commandé du homard et un verre de vin cher, profitant des petits plaisirs qui étaient auparavant hors de portée. Alors que je finissais mon déjeuner, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Étienne. J'ai soupiré et j'ai appuyé sur refuser. 1 minute plus tard, un message est arrivé. Maman, as-tu reçu les fleurs? S'il te plaît, parlons. Je ferai tout ce que tu diras. Donne-moi juste une chance. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Quand je suis rentrée, j'ai repris ma recherche de maison. Cette fois, j'ai élargi ma zone de recherche pour inclure Bordeaux, où vivait Olivia. Peut-être valait-il la peine d'avoir 2 maisons. Une ici, près de mes petits-enfants, et une autre près de Bordeaux, près de ma fille. Avec mes nouvelles ressources financières, c'était tout à fait possible. Le soir, Olivia a appelé pour confirmer qu'elle arrivait bien vendredi comme prévu. Je lui ai parlé du cadeau d'Étienne. Il essaie d'acheter ton pardon, a-t-elle reniflé. Typique de lui. Je sais, ai-je soupiré. Mais que suis-je censé faire? Je ne peux pas l'ignorer éternellement. Pourquoi pas? Sa voix était provocante. Il t'a ignoré pendant des années, t'a traité comme une servante, puis t'a jeté à la rue. Pourquoi devrais-tu lui donner une autre chance? Parce que c'est mon fils, ai-je répondu doucement. Et parce que je vaux mieux que lui. Olivia a fait une pause, puis a soupiré. Tu as raison, maman. Tu as toujours été meilleure que nous tous. Mais promets-moi que tu ne le laisseras pas te manipuler. Je le promets, ai-je dit fermement. J'ai beaucoup pardonné, mais je n'ai rien oublié. Les jours suivants ont été consacrés à la préparation de l'arrivée d'Olivia. J'ai fait des courses, commandé des meubles supplémentaires pour la mettre à l'aise et fait une liste d'endroits que nous pourrions visiter ensemble. Étienne a continué d'appeler et d'envoyer des SMS, mais je n'ai toujours pas répondu. J'attendais que ma fille arrive pour que nous puissions décider ensemble quoi faire ensuite. Le jeudi, la veille de l'arrivée d'Olivia, j'ai reçu une notification officielle de la banque que l'argent avait été déposé sur mon compte. 9 200 000 € après toutes les taxes et frais. J'ai regardé les chiffres sur l'écran de mon ordinateur portable et ils semblaient irréels. Tant d'argent, assez pour plusieurs vies. Tant de possibilités, tant de liberté. J'ai appelé Jasper pour lui annoncer la nouvelle. Il m'a félicité et a promis de commencer immédiatement à mettre en œuvre notre plan financier. Ensuite, j'ai contacté Véronica pour accélérer le processus de mise en place des assurances-vie pour mes petits-enfants. Le soir, je me suis assise sur le balcon, regardant le coucher de soleil et pensant à ma nouvelle vie. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Mais cette fois, ce n'était pas Étienne. C'était le gérant de l'hôtel de la Lune Bleue où j'avais vécu avant d'emménager dans l'appartement. Madame Pétain, a-t-il commencé. Je suis désolé de vous déranger, mais votre fils est ici.
Il vous cherche avec beaucoup d'insistance. Je lui ai dit que vous étiez parti et que vous n'aviez pas laissé de nouvelle adresse, mais il ne me croit pas. Peut-être pourriez-vous lui parler. J'ai soupiré. Étienne devenait de plus en plus insistant. Bientôt, il commencerait à appeler les hôpitaux ou même la police. Merci de m'avoir appelé, ai-je répondu. Dites-lui que je vais bien, mais que je ne suis pas prête à parler. S'il insiste, vous avez tout à fait le droit d'appeler la sécurité. Très bien, Madame Pétain, a dit l'administrateur, un soulagement évident dans sa voix. Je lui transmettrai. Après cet appel, j'ai réalisé que je ne pouvais pas éviter Étienne éternellement. Je devais le rencontrer, mettre les points sur les i et passer à autre chose. Mais d'abord, je voulais attendre l'arrivée d'Olivia pour discuter avec elle de ma stratégie pour la conversation. Le vendredi matin, j'ai reçu un autre message d'Étienne. Maman, j'étais à ton hôtel. Ils ont dit que tu étais partie. Je suis inquiet. S'il te plaît, fais-moi savoir que tu vas bien. Ou je commencerai à appeler les hôpitaux. J'ai décidé de répondre brièvement et sèchement. Je vais bien. J'ai déménagé. Ne t'inquiète pas et ne me cherche pas. Je te contacterai quand je serai prête. Sa réponse est venue instantanément. Dieu merci. J'étais si inquiet. Quand pourrons-nous nous rencontrer? Les enfants te manquent. Moi aussi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers l'aéroport pour aller chercher Olivia. Son vol arrivait à 13h, et je voulais être là en avance. Quand j'ai vu ma fille sortir de la zone des arrivées, mon cœur s'est rempli de chaleur. Grande, mince, avec mes traits et ma personnalité. Elle avait toujours été ma fierté et ma joie. Nous nous sommes serrés dans les bras si fort, comme si nous ne nous étions pas vus depuis des années, même si cela ne faisait que quelques mois. « Maman, tu es magnifique », s'est-elle exclamée en me regardant. « Tu rayonnes. » « L'argent fait des merveilles, ai-je souri. « Non, ce n'est pas l'argent », a-t-elle secoué la tête. « Tu as l'air libre, comme si tu t'étais débarrassé d'un lourd fardeau. » Elle avait raison. Malgré toute la douleur et l'humiliation, je me sentais plus libre que je ne l'avais été depuis des années. Plus besoin de satisfaire les caprices d'Isabelle. Plus besoin de supporter le mépris d'Étienne. Plus besoin de me sentir comme si je n'avais pas ma place. Sur le chemin du retour, j'ai parlé à Olivia du harcèlement d'Étienne. Les appels, les messages, les fleurs, sa visite à l'hôtel. Elle a écouté attentivement, reniflant parfois d'indignation ou secouant la tête. Il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut, a-t-elle conclu. Il a toujours été comme ça, persistant jusqu'à l'entêtement. Je sais, ai-je soupiré. C'est pourquoi je pense que je dois le rencontrer une fois, à mes conditions. Mettre les points sur les i et passer à autre chose. Tu es sûre? Elle a froncé les sourcils. Il ne mérite pas ton attention. Ce n'est pas pour lui, ai-je secoué la tête. C'est pour moi, pour clore ce chapitre et avancer. Et pour les enfants. Je veux pouvoir les voir sans tension constante. Olivia m'a serré dans ses bras. Je soutiendrai tout ce que tu décideras, maman. Ne le laisse juste pas te faire de mal à nouveau. Je ne le ferai pas, ai-je répondu fermement. Plus jamais. Olivia est repartie 4 jours plus tard. Nous avons passé ce temps à faire des projets pour l'avenir, à regarder les maisons que j'avais trouvées et simplement à profiter de la compagnie de l'autre. Il y avait quelque chose de très juste dans le fait que ce soit ma fille, et non mon fils, qui soit là pour moi à ce tournant de ma vie. Avant de partir, Olivia m'a aidé à faire une liste de choses que je voulais dire à Étienne. Nous nous sommes assises dans la cuisine avec des tasses de thé, et j'ai énuméré les points pendant qu'elle les notait sur un bout de papier. L'essentiel est de ne pas être émotive, a dit Olivia en écrivant soigneusement. Tiens-t'en au fait. Il essaiera de jouer sur ta pitié, de te faire sentir coupable, de faire appel à tes instincts maternels. Ne cède pas. Je sais, ai-je hoché la tête. Il essaie déjà d'utiliser les enfants pour m'atteindre. Typique de lui, a-t-elle reniflé. Mais souviens-toi, tu peux maintenir une relation avec tes petits-enfants sans le soutenir lui. Elle avait raison, et je lui étais reconnaissante pour son soutien ferme et pratique. Contrairement à de nombreux enfants, Olivia n'a jamais essayé de prendre des décisions à ma place ou de contrôler mes actions. Elle respectait mon indépendance même quand elle s'inquiétait pour moi. Le lendemain du départ d'Olivia, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter Étienne. J'ai composé son numéro, sentant mon cœur battre dans ma poitrine. Il a répondu à la première sonnerie,
comme s'il avait tenu le téléphone, attendant mon appel. Maman. Sa voix semblait incertaine, comme s'il ne pouvait pas croire que c'était vraiment moi. Bonjour, Étienne, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Je suis prête à te rencontrer. Vraiment. Il semblait ravi. Quand? Où? Je peux venir tout de suite, où que tu sois. Pas si vite, les jeux arrêtés. Je vais organiser une rencontre pour demain à 14 heures au restaurant L'Assiette d'Argent. J'ai choisi ce restaurant délibérément. Il était cher, élégant, avec des boxes séparées pour l'intimité. Un endroit où nous serions tous les deux forcés de respecter les règles de bienséance. L'Assiette d'Argent, a-t-il demandé surpris. Mais c'est très cher, ai-je terminé pour lui. Oui, ça l'est. Je réserverai une table à mon nom. D'accord, a-t-il accepté rapidement. 14 heures, j'y serai. Et Étienne, ai-je ajouté, viens seul. Pas d'Isabelle et pas d'enfant. C'est juste entre nous. Bien sûr, maman. Sa voix semblait soumise. Tout ce que tu diras. Après la conversation, j'ai appelé le restaurant et j'ai fait une réservation pour 2. Puis j'ai passé le reste de la journée à répéter mentalement ce que je voulais dire à mon fils. Je devais être ferme mais juste, claire mais pas cruelle. Je ne voulais pas me rabaisser à son niveau. Je ne voulais pas le blesser juste pour me venger. Je voulais juste me protéger et avancer. Ce soir-là, j'ai passé beaucoup de temps à choisir quoi porter. J'ai opté pour un élégant tailleur pantalon ivoire, cher mais pas ostentatoire. Je l'ai accessoirisé avec de simples boucles d'oreilles en perles qu'Henri m'avait offertes pour notre 30e anniversaire de mariage. Je voulais avoir l'air confiante et digne, pas comme une vieille femme perdue qui pourrait être intimidée ou prise en pitié. Le matin, avant la réunion, j'ai reçu un autre message d'Étienne. J'ai hâte de te voir, maman. J'ai tellement de choses à te dire. Je n'ai pas répondu. Bientôt, nous parlerions en personne et tout serait dit. Je suis arrivée au restaurant 15 minutes avant l'heure convenue. Le maître d'hôtel m'a conduite à notre table réservée. Un box confortable dans le coin le plus éloigné de la pièce, avec vue sur le jardin. J'ai commandé un thé et j'ai attendu. Étienne est arrivé à 14 heures précises, pas une minute en avance, pas une minute en retard. Il avait toujours été ponctuel. Au moins, on pouvait compter sur lui pour ça. Il portait un costume, manifestement pas neuf, mais bien coupé. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, et il était rasé de près. Il essayait de faire bonne impression. C'était évident. Le maître d'hôtel l'a conduit à ma table. Étienne a souri nerveusement, ne sachant manifestement pas comment me saluer. Une accolade, un baiser sur la joue, une poignée de main? Finalement, il a juste hoché la tête et s'est assis en face de moi. Maman, a-t-il commencé, la voix légèrement tremblante. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Tu es magnifique. Merci, Étienne, ai-je répondu neutrement. Le serveur s'est approché et nous avons commandé. J'ai choisi une salade légère et de l'eau minérale. Étienne a choisi un steak et un verre de vin. Quand le serveur est parti, il y a eu une pause gênante. Alors, a finalement dit Étienne, comment vas-tu? Où vis-tu? J'étais inquiet. Je vais bien, les jeux interrompus. J'ai loué un appartement dans un bon quartier. Je vais bientôt acheter une maison. C'est merveilleux, a-t-il essayé de sourire. Je suis si content que tu ailles bien, après tout ce qui s'est passé. Après que tu m'aies mise à la porte en pleine nuit, je n'allais pas lui faciliter la tâche. Il a baissé les yeux. Oui. Après ça. Maman, je veux m'excuser. Ce que j'ai fait était impardonnable. Je n'étais pas moi-même. J'étais en colère, fatiguée, mais ce n'est pas une excuse. Je me suis comportée de manière terrible, et je n'ai aucune excuse. Il semblait sincère, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur calculatrice qui trahissait ses véritables motivations. Il n'était pas tant désolé de ce qu'il avait fait que des conséquences, d'avoir perdu l'accès à mon argent. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché pendant les 2 premières semaines? Ai-je demandé sans détour. Pourquoi n'as-tu commencé à appeler qu'après avoir entendu parler du gain? Il s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Je pensais que tu ne voudrais pas me parler, que tu avais besoin de temps. Et je ne savais pas où te trouver. Et puis tu l'as soudainement su. J'ai haussé un sourcil. Non, mais... Il a hésité. La nouvelle du gain. J'ai réalisé que je devais te trouver, m'assurer que tu allais bien, que personne n'essayait de t'escroquer ou de t'utiliser.
Sauve-toi. C'était une affirmation, pas une question. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Maman, si tu penses que je suis ici pour l'argent, n'est-ce pas pour ça que tu es ici? Ai-je interrompu? Sois honnête avec moi, Étienne. M'aurais-tu cherché si désespérément si je n'avais pas gagné à la loterie? Il a ouvert la bouche pour protester, puis l'a refermée et a baissé la tête. Je t'aurais cherché de toute façon, a-t-il finalement dit. Mais peut-être pas si vite et pas si désespérément. J'ai honte de l'admettre, mais oui, la nouvelle du gain a été un catalyseur. J'ai hoché la tête, étrangement satisfaite de son honnêteté. Au moins, il ne mentait pas maintenant. Merci d'être honnête, ai-je dit. C'est rare dans notre relation. Notre nourriture est arrivée, et nous avons mangé en silence pendant un moment. J'observais mon fils, cherchant des signes de stress, épaules tendues, mouvements nerveux, regard fuyant. Il se préparait manifestement à quelque chose, rassemblant son courage. Maman, a-t-il finalement dit, posant sa fourchette. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais nous sommes une famille. Les familles ne se pardonnent-elles pas? Les familles ne se jettent pas à la rue, ai-je répondu d'un ton égal. Les familles ne se disent pas qu'elles ne servent à rien. Il a tressailli à ses propres mots. Tu as raison. Je ne mérite pas ton pardon. Mais les enfants, ils n'ont rien fait de mal. Tu leur manques. Hugo demande tous les jours quand tu reviens. Chloé pleure la nuit. C'était un coup bas d'utiliser les enfants pour m'atteindre. Mais il avait raison sur un point. Les enfants n'étaient vraiment pas responsables de nos problèmes. Je verrai les enfants, ai-je dit plus doucement. Mais sur un terrain neutre, sans toi et Isabelle. Bien sûr, tout ce que tu diras, a-t-il accepté rapidement. Ils seront heureux de te voir sous n'importe quel format. Il y a eu une pause. Je pouvais le voir rassembler son courage pour la question suivante. Et nous? A-t-il finalement demandé. Y a-t-il une chance qu'un jour tu puisses me pardonner? Que nous puissions redevenir une famille? Je l'ai regardé. Attentivement. Il y avait de l'espoir dans ses yeux, mais aussi du calcul. Il pensait toujours à l'argent, à la manière de retrouver l'accès à cette richesse inattendue. Étienne, ai-je commencé en choisissant mes mots avec soin. Je serai toujours ta mère. Rien ne changera cela. Mais notre relation ne sera plus jamais la même. Trop de choses ont été dites et faites. Certaines choses ne peuvent être ni réparées ni oubliées. Mais maman, laisse-moi finir. J'ai levé la main, l'arrêtant. J'ai pris des décisions, et je veux que tu les connaisses. Il s'est redressé. Toute son attention était sur moi. Premièrement, je quitte Meaux. J'ai acheté une maison à Bordeaux, non loin d'Olivia et de sa famille. C'est une belle maison avec un jardin où je peux commencer une nouvelle vie. Bordeaux. Il a pâli. Mais c'est de l'autre côté du pays. Oui, ai-je hoché la tête. J'ai besoin de prendre de la distance avec des souvenirs douloureux. Il a baissé les yeux, encaissant le coup. Je comprends, a-t-il marmonné. Mais les enfants. Je t'ai déjà dit que je les verrai, lui ai-je rappelé. Ils pourront venir me voir en vacances. Je paierai leurs billets, bien sûr. Bien sûr, a-t-il répété. Deuxièmement, ai-je poursuivi. J'ai mis en place des contrats d'assurance vie pour tous mes petits-enfants, tes enfants et ceux d'Olivia. Ces fonds couvriront leur éducation et d'autres besoins. Ses yeux se sont illuminés à la mention de l'argent. C'est très généreux de ta part, maman. Les enfants vont. Mais, ai-je interrompu, seuls les enfants eux-mêmes auront accès à ces fonds lorsqu'ils atteindront la majorité. D'ici là, les fonds seront gérés par un fiduciaire indépendant que j'ai désigné. Ni toi ni Isabelle n'aurez le droit de retirer de l'argent de ces comptes. Son visage s'est décomposé. Tu ne nous fais pas confiance pour gérer l'argent de nos propres enfants. Non, ai-je répondu simplement. Je ne vous fais pas confiance. Il a dégluti, retenant manifestement son indignation. Je comprends, a-t-il finalement dit. C'est ton argent, ta décision. Exactement, ai-je hoché la tête. Et une dernière chose. Je connais tes problèmes financiers, Étienne. Les retards de paiement de l'hypothèque, les cartes de crédit, les dettes. Je les paierai. Jusqu'au dernier centime. Son visage s'est éclairci. Vraiment, maman? Mais c'est tout, ai-je terminé fermement. Plus d'argent, pas de paiement régulier, pas de cadeau. Je t'offre une ardoise propre,
mais à partir de maintenant, tu es responsable de tes propres finances. Son sourire s'est estompé. Je comprends, a-t-il dit, essayant de cacher sa déception, mais sans grand succès. Merci pour ça. C'est très généreux. Ce n'est pas de la générosité, ai-je secoué la tête. C'est de la prévenance pour mes petits-enfants. Je ne veux pas qu'ils perdent leur maison ou souffrent à cause de tes problèmes financiers. Il a hoché la tête, acceptant mes paroles. Bon, a-t-il dit après une pause, quand pars-tu? Mercredi prochain, ai-je répondu. J'ai déjà pris des dispositions avec une entreprise de déménagement pour transporter mes affaires. Sitôt. Il avait l'air vraiment contrarié. On se verra avant que tu ne partes. J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non, tout arrêter là, mais une autre partie, la partie mère, ne pouvait pas être aussi cruelle. Oui, ai-je finalement dit. Je passerai dire au revoir aux enfants mardi vers 16 heures, après l'école. Merci. Il avait l'air vraiment reconnaissant. Ils seront heureux de te voir. Nous avons terminé le déjeuner dans une atmosphère relativement paisible. Étienne a parlé des enfants, de leur succès à l'école, de leurs projets pour les vacances d'été. J'ai écouté, posant des questions de temps en temps, mais en gardant une distance émotionnelle. Il n'y avait plus la chaleur, la proximité qui devrait exister entre une mère et son fils. Trop de choses avaient changé. Trop de choses avaient été perdues. Quand nous nous sommes dit au revoir à la sortie du restaurant, il s'est avancé hésitant vers moi, comme s'il voulait me serrer dans ses bras. Je l'ai laissé faire. Une courte étreinte formelle, rien à voir avec les étreintes chaleureuses que nous partagions autrefois. À mardi, maman, a-t-il dit en s'écartant. Merci pour le dîner. Et pour tout le reste. À mardi, Étienne, ai-je répondu, sans commenter ses remerciements. Pourquoi me remercier? De ne pas l'avoir laissé sans abri? De prendre soin de ses enfants malgré ce qu'il avait fait? Ce n'était pas de la noblesse de ma part, juste de l'humanité. Je l'ai regardé se diriger vers sa voiture, voûté, vieilli, déçu. Une partie de moi avait pitié de lui, mais la plupart de moi ne ressentait qu'une calme détermination à aller de l'avant. Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon d'activités. Les derniers préparatifs pour le déménagement, l'emballage, les adieux à mes quelques connaissances à mots. Je ressentais un étrange mélange d'émotions, la tristesse de quitter la ville où j'avais passé la majeure partie de ma vie, et l'excitation du nouveau départ qui m'attendait. Mardi, comme promis, je suis arrivée chez Étienne. C'était la première fois que j'y retournais depuis la nuit où il m'avait mise à la porte. Un étrange sentiment de déjà-vu m'a envahi en me garant sur le trottoir. Il semblait qu'une éternité s'était écoulée, même si cela ne faisait que quelques semaines. Étienne a ouvert la porte lui-même. Il avait l'air nerveux, mais a essayé de sourire. « Maman, entre, a-t-il dit. Les enfants t'attendent. Ils sont si excités. » Je suis entrée dans la maison, me sentant étrangement détachée. Ce n'était plus ma maison. J'étais une invitée ici, une visiteuse d'une autre vie. Hugo et Chloé se sont précipités vers moi comme de petits ouragans, me serrant dans leurs bras et s'exclamant « Mamie, tu es de retour. Tu nous as tellement manqué. » Je les ai serrés dans mes bras en retour, sentant mon cœur se serrer d'amour et de regret. Ils allaient vraiment me manquer. Leur rire, leurs petits secrets, nos activités ensemble. Vous m'avez manqué aussi, mes chéris, ai-je dit en les embrassant sur le haut de la tête. Comme vous avez grandi en quelques semaines seulement. Ils ont ri, ne réalisant pas que je ne plaisantais qu'à moitié. Ils semblaient vraiment plus grands, plus âgés que la dernière fois que je les avais vus. Ou peut-être que c'était ma perception qui avait changé. Isabelle se tenait à l'écart, observant nos retrouvailles avec une expression indéchiffrable sur son visage. Je lui ai fait un signe de tête, et elle m'a répondu de la même manière, une trêve silencieuse pour le bien des enfants. Nous avons passé 2 heures ensemble. J'ai parlé aux enfants de ma nouvelle maison à Bordeaux et je leur ai montré des photos sur mon téléphone. J'ai promis qu'ils pourraient venir me voir pendant les vacances d'été pour voir l'océan et jouer dans le grand jardin. « Tu ne vas plus vivre avec nous ?» a demandé Chloé, son petit visage sérieux et inquiet. « Non, ma chérie, ai-je répondu doucement. Mamie va vivre dans sa propre maison maintenant. Mais on se verra souvent. Je le promets. »« Pourquoi tu déménages si loin ?» a demandé Hugo, plus direct comme toujours. « C'est parce que papa t'a dit de partir. » Je me suis figée, ne sachant pas quoi répondre. Étienne, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, est devenu pâle.
En partie, ai-je finalement dit, décidant de ne pas leur mentir. Mais aussi parce que je veux être plus proche de tante Olivia et de vos cousins. Et parce que parfois, les adultes ont besoin d'espace les uns par rapport aux autres, même s'ils s'aiment. Hugo a hoché la tête d'un air pensif, acceptant cette explication. Chloé s'est juste accrochée à moi plus fort, comme si elle avait peur que je disparaisse sur le champ. Quand il a été temps de partir, les enfants ne voulaient pas me laisser partir. Ils se sont accrochés à mes bras, me suppliant de rester un peu plus longtemps. Juste une minute. Je dois y aller, mes chéris, ai-je dit doucement. J'ai une journée importante demain. Mais on se reverra bientôt. Je le promets. Finalement, avec l'aide d'Isabelle, qui a fait preuve d'un tact inattendu en suggérant aux enfants de l'aider à préparer un dessert spécial, j'ai pu leur dire au revoir. Étienne m'a raccompagné à la porte. Merci d'être venu, a-t-il dit doucement. Ça compte beaucoup pour les enfants et pour moi. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Malgré tout ce qui s'était passé, une partie de moi le voyait toujours comme le petit garçon que j'avais tant aimé. Au revoir, Étienne, ai-je finalement dit. Prends soin des enfants. Et de toi aussi. Ce n'est pas un adieu, maman, a-t-il dit. On se verra. J'amènerai les enfants cet été, comme tu l'as promis. Bien sûr, ai-je convenu, bien qu'au fond de moi, je doutais qu'il le ferait. Quand il s'agissait de tenir ses promesses, Étienne était rarement fiable. Je suis partie sans me retourner. Les larmes coulaient sur mes joues en montant dans la voiture, mais je les ai rapidement essuyées. Ce n'étaient pas des larmes de regret, mais plutôt des larmes de soulagement, comme si un lourd fardeau avait été levé de mes épaules. Mercredi matin, l'entreprise de déménagement est arrivée. 3 jeunes hommes forts ont rapidement et efficacement chargé mes affaires dans le camion. J'ai jeté un dernier regard à l'appartement qui avait été ma maison pendant ces semaines étranges et mouvementées. Ici, j'avais pleuré de désespoir et ri de joie. Ici, je commençais un nouveau chapitre de ma vie. Avant de partir, j'ai passé un dernier appel important à la banque d'Étienne. J'ai confirmé le virement de l'argent pour rembourser intégralement son prêt immobilier et ses autres dettes. Comme je l'avais promis, il aurait une ardoise propre, mais rien de plus. Puis je suis montée dans ma nouvelle voiture, une élégante berline que j'avais achetée au comptant une semaine plus tôt, et je suis partie. J'ai décidé de conduire plutôt que de prendre l'avion, pour profiter du voyage, voir le pays et sentir la liberté de la route. En quittant Meaux, je suis passée devant la maison d'Étienne. Je ne me suis pas arrêtée ni n'ai klaxonné, j'ai juste jeté un dernier regard. La maison avait exactement la même apparence que toujours, soignée et suburbaine, avec une pelouse tondue et des vélos d'enfants sur l'allée. Mais pour moi, c'était un symbole de ma vie passée, une vie où j'étais dépendante, où l'on ne m'appréciait que pour les services que je pouvais rendre. Maintenant, une nouvelle route s'ouvrait devant moi, littéralement et métaphoriquement. Je ne savais pas exactement ce qui m'attendait à Bordeaux, si ce n'est un accueil chaleureux de la part d'Olivia et de sa famille. Je ne savais pas comment ma vie se déroulerait, quelle nouvelle joie et peine elle apporterait. Mais je savais une chose, je ne laisserai plus jamais personne me traiter comme Étienne l'avait fait. Je méritais mieux. Et maintenant, j'avais les moyens de m'en assurer. J'ai allumé la radio et j'ai trouvé une station de musique classique. Les sons de Mozart ont rempli la voiture alors que je m'engageais sur l'autoroute. La route s'étendait devant moi, menant vers l'ouest, vers un nouveau départ. J'ai souri, ressentant un étrange sentiment de calme et de confiance. À 68 ans, je recommençais à zéro. Et peut-être que maintenant, j'étais vraiment prête pour ça. Étienne était derrière moi, avec ses regrets, sa déception, sa prise de conscience que certaines actions ne peuvent être annulées. Certains mots ne peuvent être repris. Tu ne sers à rien. Pars. Ces mots ont changé notre relation pour toujours. Mais ils m'ont aussi libérée, m'ont montré le vrai visage de mon fils et m'ont forcé à trouver une force que je ne savais pas posséder. Dans le rétroviseur, j'ai regardé Maud devenir de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement de ma vue. Je n'ai pas regardé en arrière. Ma vie était maintenant devant moi, et j'étais prête à l'affronter. Avec toutes ces incertitudes, avec toutes ces possibilités. Libre, indépendante, et pour la première fois depuis longtemps, vraiment heureuse.